Bonjour Patricia et bonjour tout le monde. Bonjour Françoise et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons vous proposer une sorte d'état de réflexion générale qui, qui, qui est intéressant quand on travaille sur soi, où le travail sur soi, c'est finalement apprendre à être dans le discernement et dans la prise de conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on met en jeu. Et c'est un thème qui préoccupe Patricia beaucoup plus que moi. Qui est celui du questionnement sur finalement ce qu'on fait, est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on a le droit d'aller, questionner, réveiller tous ces ancêtres dans l'arbre, même si on ne fait que poser leur nom et leur date sur une feuille de papier? On est là à réfléchir à qui ils étaient et comment ils ont pu se comporter dans l'existence, bien sûr ce qui leur est arrivé, mais voilà, est-ce que, ils n'ont pas droit, eux aussi, à une vie privée? Est-ce que, ces secrets de famille, qu'on essaie de débusquer, qui sont un peu la marque de fabrique du travail sur l'arbre généalogique, est-ce qu'on a le droit de faire ça, quoi? Et voilà, je passe le bâton de parole à Patricia. Merci Françoise. Oui, c'est une préoccupation que j'ai depuis le début de mon travail en transgénérationnel, car quand on démarre une enquête généalogique, on va rechercher, donc surtout un travail en transgénérationnel, on va faire une enquête sur nos aïeux pour apprendre les fameux secrets de famille. Et je pars du principe qu'en droit français, toute personne a le droit à la préservation de sa vie privée, notamment son droit à l'image. Et qu'en est-il pour nos aïeux qui, eux, ne peuvent pas nous donner leur consentement? Donc, je me suis dit qu'il y avait parfois une difficulté à concilier à la fois le droit de savoir, de notre part, nous les descendants, avec le droit pour les aïeux de préserver cette intimité. Donc, de prime abord, il est logique qu'il y ait un conflit de loyauté au départ qui émerge lorsqu'on gratte derrière les apparences et que on se rend compte que le fameux mythe familial ne correspond pas toujours à la réalité. Donc, il y a une résistance certainement de l'arbre, une résistance intérieure de la personne qui va faire ce travail parce qu'elle ne veut pas écorner donc cette image. Donc, je pense qu'il faut dépasser ce stade-là et qu'il est sain de rechercher ce qui se passe donc derrière les secrets de famille qui suintent, qui restent des plaies, mais en même temps, comme tout exercice a son côté lumineux et son côté sombre, il faut faire attention à ne pas être des apprentis sorciers. Je ne sais pas ce que tu en penses, Françoise, Ouais. mais il me semble que l'exercice qui consiste à aller faire émettre des hypothèses sur ce qui s'est passé chez nos aïeux est parfois délicat. Il ne faut pas tomber notamment dans les jugements de valeur. Alors, moi je dirais que d'abord, c'est pas tellement nos aïeux qui nous intéressent, c'est le système familial. C'est en tant que système, que c'est le système qu'on va interroger, donc les liens qu'il y a eu et la façon dont les fantômes justement ont cessé de leur appartenir et pour devenir un bien du système qui nous impacte. Ensuite, je dirais que, bah, moi, j'ai le sentiment que l'arbre, il veut être, il veut se délester que de ce qui l'encombre et que, au-delà de moi qui cherche à aller mieux, à avoir une vie plus satisfaisante, c'est le système qui me demande de faire ce travail pour l'ensemble et ensuite, le travail sur l'arbre, je trouve que c'est un travail de pacification incroyable, parce que quand on voit dans quoi ont été pris nos ancêtres, comment ils ont été eux-mêmes victimes d'un système, le
bon, avec une marge de manœuvre personnelle, bien sûr, les jugements de valeur, pour moi, tombent complètement. Et donc c'est vraiment un outil de pacification et de cesser de laisser tomber la carapace, justement qu'a construite le système familial pour se protéger, de dire, de dire qu'on ne touche pas à ça, par exemple, il y a pas très longtemps, j'ai reçu une jeune femme, qui m'était envoyée par sa psychologue, qui, avait une pause de congé de maternité et qui lui a dit: «Écoutez, là, il faut que vous alliez voir vos ancêtres». Et donc elle, comme je connaissais cette jeune femme, elle me l'envoie et donc elle était pas du tout familière au travail sur les ancêtres. Elle faisait ça parce qu'elle avait confiance dans sa psychologue et elle connaissait assez bien l'histoire de sa famille et quand j'ai commencé à lui dire, «Mais là, qu'est-ce qui se passe? Mais là, comment il a réagi? Mais là, qu'est-ce qui se passait pour eux?» Elle a tout de suite défendu ses ancêtres en disant: «Non, non, ce sont des gens très bien, il y a pas de ça Mmh. chez eux». J'aurais dit: «Non, mais c'est la question, c'est pas qu'ils soient bien ou pas bien, c'est de comprendre ce qui vous affecte». C'est des gens qui ont été humains et qui, se sont trouvés face à des choses, à des situations, et puis, bon, bah, il y a toujours le truc effectivement quand on tombe sur des victimes, c'est facile à dire, mais quand on tombe sur des arbres où il y a des bourreaux, par exemple, les premiers c'est les incesteurs effectivement, qui eux-mêmes ont été incestés. Heu, c'est difficile, c'est toujours l'histoire du responsable mais pas coupable. Effectivement, ils sont responsables, heu, ils sont sans doute coupables, donc je je ne sais pas ce que je suis en train de raconter, mais en tout cas, on peut pas, voilà, on ti effectivement, ils sont punis par la loi, ça tombe sous le coup de la loi des hommes, mais quand on travaille dans les arbres, on remet de l'ordre dans un système, on n'est pas un juge. Tu parlais tout à l'heure de gens bien, Mmh. ça me fait penser au livre des gens bien d'Alexandre Jardin, qui lui, effectivement, a découvert un secret de famille horrible par rapport à ce qui s'est passé pendant la guerre, Mmh. par rapport aux agissements d'un de ses aïeux. Oui, tu as raison, la démarche, l'intention, elle est bonne. On cherche Mmh. à prendre du soin, Mmh. à apporter du soin à notre arbre. Et je suis d'accord avec toi. Cependant, il peut arriver, ça fait partie des écueils, qu'il y ait des projections qu'on projette sur des ancêtres comme nos zones d'ombre et qu'on en fasse parfois des boucs émissaires en se disant que un tel, si un tel n'avait pas fait telle chose, on n'aurait pas, il n'y aurait pas eu tant de problèmes et tant de souffrances dans l'arbre. Alors, je voulais revenir aussi sur ce que je disais au début, sur les droits, sur la notion de droit, c'est-à-dire que nous avons, nous, les descendants, le droit à l'image, au respect de notre image. Nos ascendants ont très peu de droits, mais il faut rappeler que la CNIL recommande, la CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté, recommande et même impose, me semble-t-il, que les actes de naissance ne soient divulgués qu'au bout de 100 ans, de mariage au bout de 75 ans, de décès au bout de 25 ans. Ça prouve quand même que il y a un certain nombre d'informations détenues dans ces actes qui ne sont pas neutres et qui peuvent avoir un aspect quand même confidentiel pendant au moins un certain temps. Voilà. Donc voilà, mon souci, c'est de ne pas être inquisitorial moi, dans ma démarche de thérapeute et que la consultante, le consultant n'ait pas ce ressenti pour ne pas parfois ajouter de l'intrusion à l'intrusion. Mmh. Parce que il arrive que dans des arbres, on trouve des abus, justement comment dire, des atteintes à la vie privée et que si par exemple une aïeule a été incestée, mais qu'il y a eu une honte autour de ça, il faut agir avec prudence pour ne pas rajouter de l'inquisition là-dedans. Je ne sais pas si Heu c'est clair.
Si, c'est clair, moi, c'est vrai que je suis amenée à faire des hypothèses, à dire ça sent, même des fois ça il y a comme un parfum d'inceste. Tiens, 2 frères qui épousent 2 sœurs, c'est incestuel donc quelque part, au-dessus ou en dessous, il y a de l'inceste, il est possible qu'il y ait de l'inceste. Voilà, il y a des situations qu'on repère comme étant, posant des questions et je leur dis: «Voilà, je fais des hypothèses et assez librement, heu, qui viennent de mon expérience des arbres, mais ce ne sont que des hypothèses. Vous prenez ce qui vous parle ou ce qui vous questionne». Je tiens pas spécialement à avoir raison, quoi, je suis pas dans cette logique-là. Je dirais que moi, je suis puisqu'on est d'abord, voilà, je voudrais redire qu'on n'est pas du côté de la loi, tu vois? On n'est pas des juges en faisant l'arbre et ces restrictions de communication au public, des papiers d'état civil, on sait à quoi ça sert, quoi. Ça sert à régler des affaires humaines, terrestres, d'héritage, de filiation ou de je sais pas quoi, de droit à l'assurance vie, tu vois? Des choses qui ne sont c'est pas de ça qu'on s'occupe dans les arbres. On n'est pas des juges et je dirais que moi, je suis du côté du consultant ou de la consultante, tu vois? Qui a un problème à résoudre, qui lui pourrit la vie en général. Parce que si c'est pas dans une demande vraiment, ardente, les gens vont pas se compliquer la vie à payer un thérapeute et des séances, de thérapie et du temps, chronophage quand même à passer dans les archives ou à questionner la famille, qui le prend bien ou le prend mal, tu vois? Moi voilà, je considère la demande, l'ardeur de la demande de la personne et de toute façon, ça se régule, tout seul, quoi. C'est assez fréquent qu'il y ait des gens qui viennent qu'une fois ou une fois, oui, 2, mais même une fois et qui ont été attirés par le côté thérapie brève, c'est sympa l'arbre, ça va m'éviter de parler de mon père et de ma mère et de repartir dans un truc, long, comme une psychanalyse, voilà, donc ça c'est sympa, je vais et puis qu'ils découvrent qu'en fait non, il y a vraiment un travail, c'est vraiment un travail sur soi à faire et qu'ils s'en vont tout de suite quoi, tu vois? Soit les gens sont prêts parce qu'il s'agit toujours quand même de déconstruire enfin, il s'agit pas toujours, mais disons qu'il y a des familles et des systèmes familiaux qui ont construit un mythe pour sauver, l'honneur de la famille, quoi. C'est les récits qu'on a. Donc tout le monde n'en a pas, mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont des récits. Moi, je sais qu'ils sont faux ces récits, ils ont une base juste, mais quand ils sont très, très organisés, c'est faux. Ça sert à défendre l'honneur de la famille, donc je leur pose des questions, très simples quelquefois, une jeune fille, qui est morte à 13 ans parce qu'elle a les cheveux qui se sont pris dans les roues d'une voiture. Je leur dis: «Comment vous imaginez que c'est possible?» heu et ça se déconstruit Mm. quoi, Oui, heu, souvent les mythes familiaux sont abracadabrantesques. mmh, Souvent, hein. mmh, C'est des histoires à dormir debout, hein. ouais, Mais je te rejoins dans le sens où, si pour moi, ce qui est le plus important, c'est aujourd'hui la demande du consultant, de la consultante qui a le droit aussi de connaître, ses origines réelles, par exemple, les raisons de son mal-être, mmh, ça lui appartient. Mais je maintiens le fait qu'il faut rester à la fois bon, prudent, avancer par hypothèse, comme toi tu le dis également, avec une certaine humilité et absence de jugement, contextualisation, ça c'est de toute façon c'est toujours le cas. L'intention aussi de travailler donc sur ce qui nous impacte nous, en évitant tout voyeurisme et toute projection sur les ancêtres, parce que en fait, il faut éviter la toute-puissance. C'est pas parce que nous sommes des descendants vivants qui avons donc la main et que eux sont silencieux, forcément, nos aïeux, qu'ils n'ont pas le droit à une certaine forme de parole et de mmh. respect.
Pour moi, là, tu parles pas des aïeux, tu parles du système familial, tu vois? Tu parles de la famille en tant qu'entité. Les aïeux, ils sont morts, quoi, tu vois? En tant que personne, heu, Ils sont morts, je suis d'accord avec toi, mais j si je me mets à leur place, mmh, je sais que quand j'aurai des descendants, enfin, et que je serai décédée, je ne souhaiterais pas que, certaines projections puissent être faites sur ma vie sans de façon un peu, anarchique. Je sais pas oui, moi, si j'imagine tu que comprends? une fois que je serai morte, ça n'aura plus d'importance. Je me trompe Oui, je peut-être, mais sans doute, mais et c'est vrai que j'essaie dans la vie de effectivement d'avoir un comportement, effectivement centré quoi, où, je fais des erreurs et je dis des bêtises un peu comme tout le monde et je parle de trop et trop vite comme, à mon goût. Je veux pas dire comme tout le monde, mais, effectivement, et en vieillissant avec la maturité quand même, ça se domestique un peu, mais, hem, voilà, il se trouve que quand même, il y a des gens dans mon quotidien, dont je peux dire du mal, voilà, si m et j'ai tort, maintenant de plus en plus, je suis convaincue que j'ai tort, de dire du mal de qui que ce soit. Voilà, s'il me revient, post-mortem, le truc que j'étais une fille qui parlait à tort et à travers, bah, j'aurais qu'à m'en prendre à moi-même et puis à continuer à travailler mon âme, au-delà quoi pour, non, mais je suis d'accord avec toi que quand on est mort évidemment, c'est mais mais il n'empêche que, voilà, je trouve qu'il y a un respect justement de Mmh. les morts sont tranquilles dans les cimetières, ils ont le droit à la paix. Bon, on va les rechercher de temps en temps parce qu'il y a des choses qui sont encore en suspens, des affaires en suspens, mais c'est pas la peine d'aller les titiller pour tout et pour rien. Oui, surtout qu'il y a quand même, des gens qui sont mal morts et qui ont pas voilà, qui ont pas conscience d'être morts. On baigne quand même dans des ambiances, où Exactement. nous ne sommes pas seuls, mais, moi je dirais que, en fait aujourd'hui, on est un peu déformé parce qu'il y a beaucoup d'affaires de mœurs, la parole s'est libérée et donc là, le danger, je dirais que c'est plutôt d'être un peu trop pris dans ce mouvement de société où on va aller accuser les gens d'être des incesteurs, d'être des violeurs, beaucoup moins des voleurs qu'avant, où c'était vraiment la honte, hein, avant d'avoir des voleurs dans sa famille, bon, aujourd'hui, c'est quand même des affaires de mœurs qui font le donc qui tiennent le haut du pavé dans l'ignominie, hem et donc on est tenté, comme on est modelé par la société, d'en voir un peu partout quoi, puisque, tous les médias ne parlent que de ça et quelque part c'est très bien, mais effectivement quand on flaire de l'inceste ou de l'abus, c'est peut-être une génération au-dessus, c'est vrai qu'on a une responsabilité en tant que thérapeute dans ce qu'on raconte à la personne qu'on accompagne quoi, donc de pas le faire partir bille en tête sur l'idée que son grand-père était forcément un incesteur, Oui, heu, éviter les projections. oui, il y a Les projections de notre inconscient, évidemment, c'est la base, mais même celles qui sont ambiantes, comme tu dis, mmh, avec le phénomène MeToo, qui est très bien, mmh, c'est logique, il fallait bien qu'à un moment donné, il y ait une prise de conscience. ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un focus actuellement sur ces problèmes qui n'en étaient peut-être pas, à l'époque, parce que les gens ne se rendaient pas compte non plus qu'il était interdit, d'incester ses enfants. Oui, la loi de C'était l'inceste agissait pas, mais les gens ont toujours souffert quand ils ont été incestés, bien violés, et sûr. cetera, mais la société n'autorisait pas à en parler et les gens disaient: «Bah, voilà, moi, c'était comme ça», les hommes souvent, on le voit en psychophanie quoi, où, ils se rendaient voilà, c'était normal quoi, il y avait quelque chose de normal, ils se rendaient pas compte de la souffrance qu'ils infligeaient. Ils Heu, avaient tout pouvoir de toute mmh, façon, mmh. c'était pyramidal la société donc Les enfants, effectivement, les enfants s'en servaient vraiment comme des objets sexuels assez facilement, j'ai l'impression, voilà, le monde va mal aussi parce qu'il y a tout ce passé-là,
Voilà, en fait, c'est tout un travail de prise de conscience et de discernement, quoi, qu'on mène avec l'arbre, quoi, et puis, ces gens qui ont été des affreux, c'est aussi été des êtres humains, on n'est pas là pour dire qu'un être humain est à jeter ou qu'un autre est formidable, quoi. L'être humain est forcément complexe, Oui, on n'est pas, dans un tribunal, transgénérationnel, mmh, évidemment, ouais. évidemment. En Mais, constellation, tu vois, on voit assez souvent ces histoires de loi humaine qui a pas été appliquée, quoi, tu vois? On fait venir en constellation la loi de l'interdit de l'inceste, je me rappelle d'une femme, où on remontait assez loin et l'arrière-grand-mère, quand arrive la loi de l'interdit de l'inceste, elle se met à lui crier: «Mais où tu étais? Qu'est-ce que tu faisais pendant tout ce temps? Pourquoi tu te cachais?» Alors là, on peut pas refaire l'histoire, mais on dit voilà, la loi de l'interdit de l'inceste, la personne qui représentait ça, elle a dit assez clairement, «Bah oui, je me cachais, il y avait trop de force où je pouvais au contraire, je pouvais pas me montrer, mais et maintenant pour la loi des hommes, c'est trop tard, mais la loi divine, il pourvoira». Donc on fait bien appel quand même à un moment donné, à une puissance supérieure, qu'on peut appeler énergétique ou divine selon son positionnement, mmh quoi. Mais voilà, on met ça en scène dans les constellations, pour apaiser. La question, c'est Mais toujours d'apaiser l'arbre, hein. je voulais excuse-moi Françoise. Je voulais ajouter aussi, à propos de constellations, je sais que nous divergeons sur ce sujet. Moi, je ne suis pas très favorable, même si c'est pas pratique, qu'on mette en constellation de l'intergénérationnel, ce qui est à Mmh. dire des personnes vivantes. Heu, donc un père, une mère, et cetera. Donc Mmh. ça me gêne aussi beaucoup. Donc en constellation, je pense que c'est un outil très, très puissant. Il faut faire attention à ce qu'on fait, et parce que c'est aussi, énergétique. Mettre, au travail des aïeux qui sont décédés, heu, pourquoi pas? Avec beaucoup de précautions, beaucoup de précautions, avec des gens sérieux. Mais, lorsqu'il s'agit de personnes vivantes, là aussi, à ce moment-là, il faut leur poser la question de savoir s'ils sont d'accord. Parce Ouais. que Beh, autant tu vois en c'est psychophanie, ce qu'on a traité il y a pas longtemps, on va pas voir des gens vivants et même des gens, la règle que j'avais entendu dire, c'était qu'on m'avait donnée, c'était, des gens décédés depuis au moins 2 ans parce qu'il y a trop d'énergie. Parce que là, on est dans une communication d'inconscient à inconscient. En constellation, en fait, on rend visible des liens. On n'est pas tellement sur les personnes, on est sur les liens entre les personnes qu'on rend visibles et donc il y a des situations qui se rejouent et là, tu es en train de moi, les constellations que je pratique, effectivement, je ne suis pas tellement dans l'intergénérationnel, parce que je considère que le problème est au-dessus et que ça ne sert à rien de traiter, la relation au père ou à la mère, d'emblée. Il vaut mieux aller chercher plus haut l'énergie bloquée pour redescendre, sur le père et la mère. Enfin, on monte et on redescend. Mais la plupart des constellateurs, qui sont pas thérapeutes transgénérationnels, ils travaillent pas comme ça. Ils travaillent que dans l'intergénérationnel, quoi et et à ce moment-là, je pense qu'il faut au moins, au minimum, demander l'autorisation au constellant, de mettre en œuvre, quelqu'un de sa famille, et le nommer au préalable. Bon, mais c'est quelque chose c'est une opinion personnelle, hein. oui, c'est un Je sais, ressenti et c'est vrai c'est un ressenti. en tout cas, on peut pas faire de constellation si on met pas le père et la mère, tu vois? On commence comme ça, et puis on remonte plus haut, mais c'est vrai que quand tu commences je me rappelle d'une constellation, qu'est-ce que c'était? C'était là, j'étais représentante, c'était, quelqu'un qui avait des problèmes, d'argent récurrents, quoi. Chaque fois qu'elle avait un peu d'argent de côté, lui tombait quelque chose d'imprévu qui faisait que ses économies étaient engouffrées par ce vide. La voiture tombait en panne, il fallait racheter, bon, enfin des choses comme ça et donc le facilitateur, le constellateur,
effectivement, je voyais bien ce qu'il cherchait. Il commence à demander ce qu'ont fait ses grands-parents pendant la guerre ou ses arrière-grands-parents, de quoi ils ont vécu et il met en place un tableau, je sais plus s'il remontait avec la grand-mère ou l'arrière-grand-mère, en tout cas, il était parti sur i cette idée, de la guerre et donc il y avait forcément les gens un peu au-dessous, il y avait ses parents et tout de suite dans le tableau de la constellation, la représentante, de la constellée a tout de suite bloqué devant sa mère, tu vois? Avec un immense malaise d'avoir sa mère. Donc lui, il a choisi de la faire c'était un homme, il a choisi de la faire travailler sur la relation avec sa mère. Bon, donc la constellation s'est déroulée là-dessus. Moi, je me suis dit: «Est-ce que ça va résoudre son problème, d'argent, d'argent qui s'en va? Ou est-ce qu'il a raison, parce que, tant que ça bloque sur sa mère, ça pourra pas de toute façon aller plus haut?» Là, j'ai pas la réponse, tu vois? Je sais pas s'il a eu raison ou tort. C'était quelqu'un de très expérimenté. Heu, voilà, il y avait quelque chose de très juste à finalement, à traiter le premier problème qui se présentait, tu vois? Non, mais ça, je C'est j'en disconviens pas que ce soit nécessaire, parfois de faire, intervenir donc des représentants, des parents, mais il faut que ce soit fait, hem, d'abord, en toute connaissance de cause, mmh, avec le constellant au préalable, qu'il y ait eu un échange, une sorte d'échange de consentement justement, que le constellant sache bien, ce qu'il va faire. En fait, bon voilà, c'était une parenthèse, dans mais quand notre, même, globalement, moi, je voudrais dire qu'il faut du courage pour aller, pour travailler sur soi et pour aller, quelle que soit la méthode, que ce soit en psychanalyse traditionnelle, en groupe, voilà, quand on fait un travail sur soi de manière plus classique, on est remis en cause, dans ses fonctionnements. Là, dans l'arbre, en fait, il y a quelque chose d'un peu habile et d'un peu doux, c'est qu'on ça nous remet pas en cause dans nos fonctions, ça nous remet pas en cause, quoi. C'est quelque part, c'est la faute des autres, c'est la faute du système et on réalise qu'on est porteur de ça et l'énergétique prend la suite. Donc quelque part, c'est plus confortable pour pour la personne. Mais de toute façon, si on veut changer, il faut accepter de bouger des choses. Autrement, et les systèmes familiaux, ils ont trouvé un équilibre, bancal, pour tenir le coup et donc mais ils veulent en même temps restaurer un équilibre, plus juste, quoi. Donc donc à un moment donné, je trouve il faut du courage, quoi, quand même, tu vois? D'aller remettre mais tout revenir, mais revenir à soi, mmh, tu le disais, et non pas, projeter sur son système la responsabilité de son mal-être. Donc il faut à chaque fois revenir à soi, en quoi nous en retirons parfois des bénéfices secondaires de notre problématique. Les consultants ont parfois une résistance au changement parce que, ben, le problème est là, mais c'est comme un doudou, on le connaît et par contre, on ne connaît pas un autre mode de fonctionnement. Donc il y a une co-création entre le système et soi-même mmh. et donc, en faisant bouger les lignes, on va faire bouger, on va pouvoir se remettre en mouvement. Oui, la question du thérapeute, c'est d'être habile avec une personne qui est là et qui a de la résistance, mais qui a un fort désir de changement. Si le désir de changement est pas assez fort, c'est sûr, elle s'en va. Mais voilà, il faut aussi, l'aider un peu, l'accompagner, pas aller contre ses croyances. Si une personne, les vies antérieures, c'est important pour elle, j'intègre ça. Si, elle est très catholique il n'est pas question, par exemple, de faire un rituel avec une bougie pour ses ancêtres, on n'ira pas de ce côté-là, ce qui empêchera pas qu'elle change au fur et à mesure, une fois que la confiance entre nous se sera installée et qu'elle a vu qu'elle est respectée. Mais, heu, dans ce que tu as dit, il y a quelque chose où je suis pas tellement d'accord, c'est que, comment dire? Je trouve que le monde moderne nous fait porter beaucoup de poids sur nous. On est responsable de nos malheurs,
et l'arbre nous allège parce que c'est on est mû par on est agi par des influences qui nous dépassent. Alors à l'inverse, effectivement, ce que j'entends dire surtout par, tous mes consultants, maghrébins et j'en reçois beaucoup, surtout des femmes, elles disent: «Ah oui, mais dans ma famille, tout c'est, ah ben c'est un djinn, oh beh, c'est comme ça, Mektoub», là c'est l'inverse où on accepte on veut pas bouger quoi. Ça sert un système d'absence de remise en cause, mais Oui, mais on a la liberté, de travailler ou pas sur soi. C'est la seule liberté qu'on ait finalement, hein. Donc si on se met un petit peu à distance de son arbre, si on fait un état des lieux comme on le fait avec les consultants, et si on a le désir et le courage, d'aller chercher, se chercher soi-même à travers l'arbre, se mettre en mouvement, en chemin, mmh, tout est possible. mmh, Mais tout part de soi, l'envie d'y aller, et le courage, oui, la hein, et puis nous ressource, sommes les accompagnateurs ouais. simplement sur ce chemin. Oui, on accompagne, on pose un cadre, mais fondamentalement, il faut prendre en compte. Enfin moi je considère que l'inconscient, c'est un ami qui nous veut du bien et qui nous protège de quelque chose qu'on ne serait pas en mesure d'intégrer. Donc on les résistances, ça fait partie du jeu quoi, Oui, et je les condamne pas, je les accueille et chacun son rythme, voilà, il y a des gens qui viennent par petits bouts pendant plusieurs années, c'est trop difficile pour eux, mais quand même, il y a quelque chose qui les retient. Il y en a d'autres qui s'y jettent à corps perdu, mais j'ai jamais vu personne, en fait, ressortir de quand même d'une cure quoi, d'un cycle quand même de travail sur l'arbre, en repartant en disant, «Mon arbre est pourri» quoi. Ils arrivent plutôt avec cette idée-là que leur arbre est pourri et petit à petit, avec discernement, en dissociant les choses, ils se pacifient. c'est vrai, c'est en rencontrant, l'arbre, en se liant d'amitié avec l'arbre, en comprenant, ce qu'il a les souffrances, ce qu'il a traversé, qu'on arrive à s'apaiser, petit à petit. Mmh. Bon, bah, Françoise, je crois que nous avons beaucoup échangé aujourd'hui. C'est un Avec une sujet qui certaine nous tient. passion, hein, Voilà. Bah, écoutez, merci, de nous suivre ouais. de plus en plus nombreux, Mmh. et puis Et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce liker et bleu. cetera, bon. À samedi prochain.